Alors voilà, Olivier Terlinden, là je crois que tout le monde ne le connaît pas, peut-être en vrai. Voilà, une nouvelle plume qui est invitée, qui fait partie de l'AEB, qui est invitée à l'AEB. Déjà, on peut dire de ton livre, Olivier, que c'est un roman, comme on dit, initiatique, que le vivant, avec le grand V, il tient une place essentielle, parce que dans le sens que la nature n'est pas qu'un simple décor, mais presque un personnage en soi. Alors c'est sûrement dû, on va commencer par une question générale ainsi, tout ça est sûrement dû à ta formation, à tes passions et à ton métier. Et comme on ne te connaît pas encore beaucoup, est-ce que tu pourrais dire un mot là-dessus? Donc c'est vrai que j'ai une formation d'agronome. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Donc j'ai une formation d'agronome. Bon, alors la formation ne vient pas non plus de nulle part. Donc je suis né en bordure de forêt. Mon père est encore en fait forestier. Et très tôt, mon père, ma mère et mes grands-parents nous ont emmenés en forêt, mes frères et sœurs et moi, à la découverte de plein de choses passionnantes, pour faire découvrir les petits détails de la forêt et puis nous expliquer comment fonctionnent ces écosystèmes. Et puis avec mes cousins, on a passé beaucoup de temps à construire des cabanes dans les bois. Tout ça finalement donc, pour aboutir à l'agronomie. Et c'est vrai, cette amitié à la terre, cette amitié avec la forêt, avec les arbres. La forêt est vraiment, quand je parle d'amitié, la forêt est un lieu où je me sens bien. Si ça va pas bien, mais oui, je me sens chez moi. Je me retrouve en forêt. Et j'ai écrit l'essentiel de ce livre, en fait, en marchant en forêt. D'accord. Oui, ça se sent en fait. Et en plus, tu es un photographe nature quand même reconnu. Oui, donc tu as fait des expositions. Oui, j'ai fait pas mal. J'en fais moins maintenant. Des photos de renards, enfin, on voit ça sur Facebook, là, de très belles photos de renards cachés dans la forêt ou de biches. Donc les renards, les cerfs, les biches, les chevreuils sont un peu mes animaux de prédilection. Donc les animaux sauvages de près de chez nous. Et c'est vrai que la photo nature est un lieu en même temps un peu d'aventure, parce qu'il faut approcher l'animal sans se faire voir par cet animal, sans se faire sentir par cet animal, c'est encore plus difficile. Et c'est aussi un lieu de contemplation, parce que parfois, je peux passer 3, 4, 5 matinées d'affilée sans rien voir pendant 3, 4 heures pour aboutir ou pas à une belle photo. Donc, et de méditation et d'inspiration pour écrire. Tout à fait. Il n'y a qu'un pas pour ça. Oui. Alors, donc, je n'ai pas encore montré le livre, ça s'appelle Au-delà du vieux mur, publié aux éditions Oerich. Alors, c'est ton premier roman publié, mais on sent que ce n'est pas ton premier écrit. Tu écris depuis... tu as écrit des choses pour toi-même ou pour... Oui, donc j'écris depuis que je suis tout petit. Les livres font partie de ma vie depuis que je m'en souvienne. Donc chez mes parents et chez mes grands-parents, il y avait des grandes bibliothèques. Et très vite, j'ai aimé écrire. Alors j'ai retrouvé mes premiers petits carnets, je devais avoir 8-9 ans, les premiers petits carnets de fiction. J'ai envoyé une fois un texte à un éditeur, c'était enfant, c'était à J'aime lire. Bon. Et puis après, je n'ai plus rien envoyé pendant 20 ans. Mais j'ai continué à écrire un peu de poésie, des textes courts, et puis quelques romans que j'ai commencé, un autre roman que j'ai terminé, mais que je n'ai jamais envoyé parce que j'ai pas pris le temps. Il y a la phase d'écriture, et puis tous ceux qui écrivent, vous connaissez cette phase de retravail qui est en même temps excitante parce qu'on retrouve, on choisit les mots,
on donne le coloris du texte, et en même temps, c'est une phase qui est faite de moments plus décourageants, quand parfois la tâche paraît immense, et donc j'étais jamais allé jusqu'au bout, en fait par manque de persévérance. Et en même temps, depuis que j'étais petit, comme les livres m'ont toujours fasciné, je me dis, un jour j'écrirai un livre. Et là, je me suis dit, allez, c'est le moment. C'est sûrement pas le dernier, à mon avis. Alors, c'est un livre qui a été très bien accueilli jusqu'ici par le public, par les médias. Tu as été reçu à l'RTBF, il y a eu des articles au Soir, dans La Libre, et aussi tu fais partie des finalistes des prix découverts de l'Académie. Oui. On croise les doigts pour toi. Donc, c'est pas rien pour un premier roman. Donc, ma question, c'est est-ce que ça te fait assurément plaisir tout cela, mais est-ce que tu t'attendais à un tel accueil? Mais c'est difficile à dire dans le sens où non, je ne m'y attendais pas. Après, on mais rêve toujours. Ma question, oui, forcément, on ne peut pas s'attendre comme ça, mais est-ce que cela t'étonne? Ma question, c'est plutôt ça. Est-ce que tu es étonné que ce que tu as écrit, comme ça venant vraiment de toi, est-ce que tu sens vraiment dans la forêt que ça soit aussi bien accueilli? Ça t'étonne ou pas? Donc je trouve que la question est difficile dans le sens où en moi j'ai les deux. Parfois je me dis ce texte est super et parfois je me dis mais ça c'est nul, il faudrait que j'écrive ça autrement, et je trouve pas de solution. Et donc j'ai vraiment les deux en moi. Mais même le sujet, on pourrait se dire tiens, dans la société actuelle, l'intelligence artificielle, la technique, ceci, cela, ça va pas. Les gens vont trouver que c'est pas intéressant. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est peut-être un besoin, justement, du public aussi, de retrouver certaines choses essentielles. C'est simple, non? Je crois que les poètes en particulier ont toujours fait partie des marginaux. Alors, je parle au sens noble du terme. Donc, des marginaux dans le sens où le poète le poète est appelé à remettre en question un système, un monde, une manière de penser. Le poète est rarement dans la majorité. Et donc, oui. Et ça rentre un peu, oui, dans cette philosophie, je veux dire, que tu expliques ton roman. Je crois que si. C'est pas une histoire à la mode qui prend, je veux dire, des sujets à suspense et des choses comme ça, quoi, pas du tout. Non, c'est parce que mais non, bien sûr, c'est ça que je veux dire simplement. Mais bon, comme le temps passe, on va quand même se plonger un peu plus dans ton roman, oui, sans rien trop dévoiler. Alors, en quelques mots, on va résumer. François, 10 ans, vit en ville, mais passe tous ses week-ends chez son grand-père, qui vit en campagne, près des bois. Tiens, près des bois. Alors, il se lie d'amitié avec deux autres gamins, Jules et Arthur. Alors, tous les trois, ils sillonnent les sentiers environnants dans tous les sens. Et leur rêve, c'est de passer au-delà du vieux mur, c'est-à-dire un mur qui abrite une propriété un peu secrète, un château même, c'est comme un château, où en plus, et pour des gamins évidemment ça les excite très fort, où serait enfoui un trésor. Donc c'est un peu ça le rêve qu'ils caressent. Alors ce domaine s'appelle en plus d'un très joli nom, le joli nom d'Hermeline. Donc c'est très bien trouvé. Alors j'ai lu, pour ma première question, j'ai lu que tu l'as dit toi-même, que tu habitais, j'ai regardé une carte parce que je ne connaissais pas, Néten, un village près de Bouvechin, c'est ça? Oui. Alors l'histoire pourrait se passer là, à mon avis, parce qu'en fait, on a tous des souvenirs d'enfance ou avec la magie des découvertes, etc. Et aussi, je ne sais pas, mais qui n'a pas rêvé devant les grilles d'une demeure mystérieuse, des grilles fermées, où on se demande ce qu'il y a derrière, on a envie de passer. Alors ma question c'est, est-ce que cette histoire est autobiographique, tout à fait inventée, ou, comme je le crois, les deux? Les deux en effet. Donc l'histoire est inspirée des lieux
que je connais, des lieux sur lesquels j'aime marcher, c'est vrai que les lieux interdits m'ont toujours fasciné, que ce soit des domaines... par exemple, dernièrement, je suis passé à vélo du côté de la Hulpe. Alors il y a le parc de la Hulpe, qui est très beau, qui est remarquable, mais qui est un peu lissé. Et puis si on continue, on arrive, il y a là le domaine d'Argenteuil, qui est entouré de murs, et pas moyen de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai eu beaucoup plus de plaisir à contourner ces murs, à voir si par au-dessus je pouvais voir quelque chose, ou bien il y a une entrée, voir si... Il y a quelque chose de l'ordre du mystère. Ouais. Donc, alors que ce soit des châteaux, que ce soit des usines désaffectées, des lieux comme ça, les ports aussi, des lieux qui ont une histoire, mais où on n'a pas accès à cette histoire. Alors, pour continuer de suivre François, 10 ans, là, en fait, ils tombent par hasard, enfin, ils sont attaqués par une louve géante, la Mahoul, et en se sauvant, ils tombent un peu par hasard dans une brèche du mur, et ils se retrouvent miraculeusement, tout d'un coup, de l'autre côté du mur, dans le domaine d'Hermeline. Mais lui seul, hein, pas ses copains. Alors, il y fait d'abord la connaissance d'un monsieur qui est le gardien, en fait, hein, Aristide, un personnage fort sombre, hein, qui a quand même des idées fort sombres, mais qui est aussi un peu comme le barde de la forêt, il joue de la musique. Alors, c'est ici peut-être que tu avais choisi une lecture, Ah oui. et je trouve qu'elle tomberait bien juste à cet endroit-ci. Oui. Donc c'est une lecture qui se passe au coin du feu. Je m'étais dit, il fait froid, ça va nous réchauffer, mais ici à la baie, il fait bien chaud. Donc c'est par une nuit d'été. Petit à petit, l'obscurité nous enroba. Sans bruit, Braque se leva, alluma un flambeau et en perça le cœur du bûcher. Défiant les ténèbres, les flammes s'élevèrent aussitôt pour rejoindre les étoiles. Mais la paille se consuma, le feu s'attiédit. Aristide prit sa guitare. Il la posa avec délicatesse sur son genou et entama une ode au feu. Les notes dociles s'envolaient pour se mêler aux flammes indécises. Seul le crépitement du bois et l'humble mélodie troublaient le silence de la nuit. Sur un coup de vent, les braises se ranimèrent, les brandons craquèrent, le feu se fit plus vif. Répondant à cet appel, le musicien fouetta sa guitare et lança un bella ciao ardent. Les flammes jouaient dans l'obscurité, pareilles à des tziganes vêtues de feu. En leur clarté se dessina devant mes yeux la montagne. À ses pieds grouillait une nuée noire. Seule, dans la rocaille, brillait une fleur. Parée de sa robe de lin, une fille humait son parfum dans le soir. Belle au revoir, belle, belle, bella ciao. C'était la fleur des partisans, la fleur de la liberté. À nouveau, les cordes craquèrent, m'arrachant à mon rêve éveillé. Je ne pouvais comprendre ce que signifiaient ces images. Aristide, en transe, enchaînait sur une série de chants révolutionnaires, italiens, russes, cubains. Au son de sa guitare, les pipistrelles dansaient en tango effréné. En chanteur mélomane, cet homme domptait les éléments. Les flammes allaient, au gré de sa musique, tantôt plus tendre, tantôt plus vive. Aristide. Jamais je n'ai connu pareil musicien. Chantant au rythme de ses doigts fins, sa guitare nous ouvrait aux vastes plaines, aux rivières, aux collines, aux étoiles. J'imaginais cet homme caressant son instrument dans les murs d'Hermeline. Il s'était présenté un beau jour, aux portes du domaine, sa guitare sur le dos. Il y cumulait désormais les rôles de concierge, de garde-chasse et de matou-faire. Il en arpentait les terres tous les jours et en connaissait les moindres recoins.
À l'aurore, le Louis broutait au pied du Mathusalem, avait-il relaté au père de Jules durant le repas. Il n'avait pas dit un grand brocard ou tel coin du domaine, mais avait appelé l'animal et l'arbre par leur nom. Oui, ça, on va y revenir une seconde. Alors, après, il y a Aristide, mais il y a un personnage encore plus important pour lui qu'il rencontre. C'est un vieil homme qui est en fait en même temps le châtelain et le jardinier du domaine. Et c'est lui qui va vraiment l'initier. Hein, c'est en ça que c'est un roman initiatique, parce qu'il va vraiment l'initier aux végétaux, tous les animaux, même aux plus petits insectes qu'il rencontre, à tout ce qui nous relie à la terre finalement. Et François va même jusqu'à l'adopter entre guillemets quand son vrai grand-père à lui sera décédé. Oui. Alors il y a beaucoup en fait on en revient un petit peu pour faire le pont avec le livre de Jean-Michel, il y a beaucoup de merveilleux, de presque de mystique, de lieux de légende, là-dedans, de magique, dans ce que tu décris, presque sacré. En fait, même les animaux et les arbres ont des noms. Il y a la Mahou, qui est cette haie que personne ne peut approcher, cette haie géante. Et puis cet arbre que tu viens de citer, qui s'appelle le Mathusalem, qui est une sorte d'orme magique, un orme qui est blessé, et on peut mettre dedans des poèmes, des réflexions, des souvenirs, tous des petits papiers qu'on peut y glisser. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre du magique. C'est important, tu trouves, de garder cet aspect d'émerveillement, surtout aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de protéger la nature. Et on fait énormément, même dans les grosses entreprises, beaucoup de choses pour réduire l'empreinte CO2, pour réduire les déchets, etc. Je crois qu'on ne pourra vraiment protéger la nature que si on parvient à l'aimer. Si je ne fais pas le travail d'abord d'aller rencontrer la nature, d'aller rencontrer la forêt, d'aller rencontrer la terre, je ne pourrai jamais vraiment la protéger, parce que je ne sais pas protéger quelque chose que je ne connais pas. Je n'y serai pas attaché. On protège sa femme, on protège ses enfants, sa femme ou son mari, hein. On protège ses enfants, on protège ses amis, ses proches, mais quelqu'un qu'on ne connaît pas, on n'est pas assez... Enfin, je me redis, excusez-moi. Oui, mais on voit beaucoup dans ton livre que ça doit traduire quelque chose que tu es toi-même profondément, qui a beaucoup d'empathie pour non seulement l'infime, aussi les animaux, etc., mais pour les autres en général. Parce que dans ton roman, on n'a pas le temps de revenir là-dedans, d'ailleurs il vaut mieux le lire, qu'il y a des tas de personnages comme une sorte de sorcière qui concocte des onguents, il y a... même l'amoureuse de François, là, qui a l'air d'être une princesse un peu lointaine, un autre, le père d'un des copains, qui est malade quand on coupe un arbre. Enfin bon, et on sent que tu as une réelle empathie pour tous des gens, pas marginaux, mais enfin qui ne sont pas dans la lignée qu'on attend nécessairement. Et même cette empathie se traduit pas seulement sur les aides, mais bon, il y a ce message qui est transmis par le châtelain aux gamins de dire il ne faut pas cueillir, ils vont à la cueillette aux champignons, mais il n'est pas la peine de cueillir tous les champignons et de massacrer tout le bazar, de cueillir la moindre fleur qu'on voit. Enfin, c'est vrai que ça paraît un peu naturel, mais on ne le dit peut-être pas assez, que c'est aussi respecter les autres en général, l'autre en général, que d'agir comme ça. Alors, bon, attends, on n'a pas le temps de répondre trop de s'étendre trop là-dessus, parce que j'avais encore d'autres questions. Une question importante aussi, et qui est beaucoup dans le livre, c'est pas le problème, la question de la transmission entre générations. Oui. Ici, c'est entre l'enfant et son grand-père d'adoption qui lui insuffle l'esprit de la forêt
et des valeurs essentielles. Je suppose que ça, tu trouves que c'est une des valeurs aussi importantes qui peut-être se perd parfois. Je ne sais pas si ça se perd ou pas. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui avaient envie de nous transmettre leur passion, que ce soit les cabanes, que ce soit la forêt, que ce soit 1000 passions différentes. Et comme enfant, ça m'a fait grandir. Et c'est vrai que je regrette aujourd'hui que dans les écoles, on passe beaucoup de temps assis sur une chaise, à suivre des programmes. Mais je crois qu'on apprendrait peut-être plus au contact des personnes. J'aime bien l'idée qu'un apprenti charpentier apprenne son métier auprès d'un charpentier expérimenté, et comme ça pour tous les métiers, y compris même pour les poètes et les écrivains. Je trouve qu'il y a beaucoup de richesse à partager. Alors on est un peu juste pour une deuxième lecture, parce que j'ai encore des questions. Les gens n'ont qu'à lire ton livre, ils auront la deuxième lecture, parce que il y a quand même une chose, on va pas dire, on va pas aller jusqu'au bout de tout, mais parlons de ce fameux trésor. Oui. En fait, il y a un des gamins, quand on parle trésor, et surtout à des gamins, et surtout aux deux autres gamins qui n'ont pas eu la chance de tomber dans la brèche du mur, ils imaginent un coffre plein d'or et de bijoux, de l'argent, etc. Alors les richesses ici, le trésor ici, c'est bien de vraies richesses qu'il s'agit, mais pas de celle-là. Bon, on va tu n'as peut-être pas envie d'en dire plus. Je ne vais pas en dire trop, mais non, c'est enfin, oui, voilà. Mais est-ce que c'est un message du livre aussi, d'avoir voulu opposer un petit peu les gens un peu matérialistes et puis plutôt les richesses plus spirituelles par rapport aux richesses matérielles, des visions un peu différentes de la vie? Alors, je ne sais pas si c'est un message dans le sens où on est dans un roman avec... aussi tu auras senti une inspiration plutôt auprès des poètes, et c'est pas un essai, donc j'ai pas... Enfin, moi, il y a une chose, j'aime pas tellement lire une histoire où on va me dire comment penser ou comment ne pas penser. Et donc, est-ce que c'est un message ou pas? Peut-être, mais en tout cas, c'est pas l'intention. Non. C'est vrai qu'on écrit avec ce qu'on est. On va quand même dire un mot sur l'écriture. Elle est plutôt classique, hein, finalement. Oui, c'est un livre comme on aurait pu lire dans le temps, un petit peu classique, plutôt poétique, sensuel aussi dans la mesure où on respire vraiment la mousse, etc. Parce que tu mets vraiment des termes précis, presque scientifiques sur les végétaux, etc. Donc, en fait, ça fait penser parfois un peu à des livres d'André Dhôtel. Oui, alors, je vais venir... Ça, c'est détromper Joël. Je vais dire, est-ce que le romancier ici, pas inspiré, mais est-ce que c'est des livres comme ça qui t'ont peut-être donné l'envie aussi de mettre par écrit ce que tu... Donc, j'avais jamais lu André Dhôtel avant de publier Au-delà du vieux mur. Mais plusieurs personnes m'ont parlé de lui, et donc entre-temps, je l'ai lu, et c'est vrai que ça m'a rejoint. D'autres livres qui m'ont parlé, il y a Le Grand Maulne, qui est... Ce que j'aime dans Le Grand Maulne, c'est le fait d'être à cheval entre le rêve et la réalité. On ne sait jamais si on est dans la réalité ou dans le rêve, on est un peu dans l'entre-deux. Des livres, tu parlais du côté sensuel des auteurs comme Giono. Ce que j'aime chez Giono, c'est que on goûte, on sent, respire. Oui. Et c'est vrai que ce livre, je l'ai écrit... Oui, ici aussi, on a l'impression qu'on est dans la forêt et qu'on sent la mousse. Mais je l'ai écrit avec mes yeux, mes oreilles, mes narines. Je l'ai écrit avec tout ce que je captais.
Et donc j'ai Oh, ben, cherché à c'est le réussi parce que retranscrire. ça se sent, le lecteur le perçoit comme ça. Merci. Alors ton prochain livre, il est en route? Il est en route, il est dans des petits carnets comme ceci. Et c'est un roman? D'accord. Alors j'ai plusieurs projets. Le prochain, ce sera sans doute un roman, mais j'ai plusieurs projets en parallèle. La nature sera encore un personnage. Et la nature sera encore bien présente. Oui. On l'avait deviné un petit peu. Merci beaucoup, Olivier. Merci.